Pourquoi l'islam inspire à Siar une plongée géopolitique approfondie? Permettez-moi de vous ramener à une soirée tranquille à Cordoue en octobre dernier. Pas le genre de rendez-vous qui fait la une des journaux, mais qui devrait le faire. Un modeste rassemblement dans la mosquée cathédrale historique de la ville, un lieu où les arches murmurent d'Al-Andalus et les fantômes d'Averroès et de Maïmonide persistent. L'événement ? Une conférence intitulée « L'héritage spirituel du don d'Al-Islam à l'Europe ». L'orateur ? Un Siche converti à l'islam, ancien théologien catholique, aujourd'hui professeur à l'université de Grenade. Le public ? Plus de 300 personnes, étudiants, historiens et même quelques hommes politiques locaux entassés dans un espace qui pouvait à peine les contenir. À première vue, cela ressemble à un séminaire universitaire parmi d'autres, comme ceux qui ont lieu chaque semaine dans les villes universitaires d'Europe. Mais voici ce que les grands médias ne disent pas, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Cela faisait partie d'un changement silencieux et sismique, une fascination croissante pour l'islam parmi les Siars qui va bien au-delà de la simple curiosité. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de religion, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Ce qui se passe aujourd'hui en Espagne n'est pas seulement spirituel, c'est géopolitique. C'est culturel. Et, d'une manière que peu de gens ont pleinement compris, il s'agit d'un défi direct à l'ordre de l'après-guerre froide. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier les intersections de la foi, de l'identité et du pouvoir en Méditerranée. J'ai conseillé des gouvernements, informé des agences de renseignement et écrit de nombreux écrits sur la façon dont le soft power façonne les résultats concrets. Et qu'est-ce que je vois en Espagne en ce moment ? C'est l'une des histoires les moins médiatisées en Europe, une histoire qui pourrait redéfinir la relation du continent avec l'islam, le Moyen-Orient, à terme, les États-Unis. Commençons donc par le récit officiel. Que veulent-ils que vous croyiez ? L'officiel, un renouveau culturel inoffensif. Le gouvernement siche, l'UE et la plupart des médias occidentaux voudraient vous faire croire que tout cela est parfaitement anodin. Un renouveau culturel inoffensif, disent-ils. Une curiosité naturelle pour le passé islamique de l'Espagne, étant donné que les musulmans ont gouverné certaines parties de la péninsule ibérique pendant près de 800 ans. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Observatorio Andalusi, un groupe de réflexion lié à la Commission islamique espagnole, le nombre de Siches convertis à l'islam a doublé au cours de la dernière décennie, pour atteindre environ 50 000. Cela ne représente encore qu'une infime fraction des 47 millions d'habitants que compte l'Espagne, mais c'est le taux de croissance qui est frappant, en particulier parmi les jeunes citadins instruits. La position du gouvernement est que cela fait simplement partie du tissu multiculturel espagnol. Le Premier ministre Pedro Sánchez a même salué dans ses discours le « riche héritage islamique » du pays, le présentant comme une fierté. Les médias, pour leur part, ont publié quelques articles d'intérêt humain, « Pourquoi je me suis converti à l'islam » dans El País, un documentaire de la BBC sur « les nouveaux musulmans espagnols ». Le ton est toujours tolérant, ouvert d'esprit et progressiste. L'islam en Espagne est présenté comme un choix spirituel privé, semblable à celui d'une personne passant du catholicisme au bouddhisme. Mais voici le problème, cela ignore les courants plus profonds en jeu. Il traite ce phénomène comme s'il existait dans le vide, déconnecté des forces géopolitiques plus larges qui remodèlent la Méditerranée. Et c'est dangereusement naïf. Que se passe-t-il réellement ? Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 50 000 convertis ? C'est presque certainement un sous-dénombrement. La Commission islamique d'Espagne, qui suit ces événements, admet que de nombreux convertis ne s'inscrivent pas dans les mosquées ou les centres islamiques, soit pour des raisons de confidentialité, soit parce qu'ils explorent encore leur foi. Mes propres recherches, basées sur des entretiens avec des imams et des dirigeants communautaires, suggèrent que le nombre réel pourrait être plus proche de 100 000. C'est encore faible, mais la croissance est exponentielle et concentrée dans des régions spécifiques. Prenez la Catalogne, par exemple. Barcelone a connu une augmentation de 300% des conversions au cours des 5 dernières années, selon les organisations islamiques locales. Pourquoi ? Cela tient en partie à la démographie. La Catalogne compte l'une des plus grandes populations d'immigrés d'Espagne, dont une importante communauté nord-africaine. Mais cela n'explique pas pourquoi les Siars d'origine dont beaucoup sont issus de milieux laïques et de classes moyennes sont soudainement attirés par l'islam. La réponse réside plutôt dans une crise d'identité. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe,
est aux prises avec l'effondrement de ses cadres religieux et culturels traditionnels. L'Église catholique, autrefois fondement de l'identité sikhe, a vu son influence décliner considérablement. La fréquentation des églises a chuté, surtout parmi les jeunes. Dans une enquête réalisée en 2023 par le Centro de Investigación Sociológica, seuls 18% des siards de moins de 30 ans se sont identifiés comme catholiques pratiquants. C'est un plus bas historique. Et dans ce vide spirituel, l'islam intervient non pas comme une imposition étrangère, mais comme une alternative locale. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Les convertis à qui j'ai parlé ne sont pas seulement attirés par la théologie de l'islam. Ils sont attirés par son récit civilisationnel. Beaucoup voient Al-Andalus comme un âge d'or perdu, une époque où musulmans, chrétiens et juifs coexistaient dans une relative harmonie, où la science, la philosophie et l'art prospéraient. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une réfutation directe du récit occidental dominant selon lequel l'islam est intrinsèquement arriéré ou violent. Pour ces siards, l'islam n'est pas « l'autre ». Cela fait partie de leur héritage. Et c'est là qu'intervient la géopolitique. La géopolitique, pourquoi c'est important? Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut sortir. La Méditerranée est actuellement l'espace géopolitique le plus contesté au monde. C'est là que les intérêts des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Turquie et des États du Golfe s'affrontent. Et l'Espagne, avec sa situation stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, constitue un champ de bataille clé. Commençons par la Turquie. Sous Erdogan, Ankara a réaffirmé de manière agressive son influence dans le monde musulman, se positionnant comme le leader d'une nouvelle renaissance ottomane. Et quel meilleur endroit pour projeter cette influence qu'en Espagne, le pays d'Al-Andalus? Le gouvernement turc a financé des centres culturels islamiques, des bourses pour les musulmans sikhes et même des projets de restauration de mosquées historiques. En 2022, Erdogan lui-même s'est rendu à Cordoue et a prononcé un discours louant Al-Andalus comme un modèle de tolérance et de coexistence. Le sous-texte était que la Turquie était l'héritière naturelle de cet héritage. Et puis il y a le Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont investi des millions dans les institutions islamiques en Espagne, souvent avec un programme wahhabite intransigeant. Mais le Qatar a adopté une approche différente. Par l'intermédiaire de la Fondation Qatar et d'Al Jazeera, Doha a cultivé des liens avec des intellectuels, des universitaires et même certains hommes politiques de gauche. Le message ? L'islam n'est pas seulement une religion, c'est une alternative civilisationnelle au libéralisme occidental. Et n'oublions pas le Maroc. Le voisin méridional de l'Espagne se considère depuis longtemps comme le gardien de l'héritage d'Al-Andalus. Rabat a discrètement soutenu les initiatives culturelles islamiques en Espagne, notamment en Andalousie. Le gouvernement marocain finance même une chaire des études andalouses à l'université de Grenade. Pourquoi ? Parce que pour le Maroc, Al-Andalus n'est pas seulement une histoire, c'est une revendication territoriale. La monarchie marocaine fait remonter ses origines aux derniers dirigeants musulmans de Grenade, et certains à Rabat rêvent encore d'un jour où le détroit de Gibraltar ne serait plus seulement une frontière, mais un pont. Or, voici que tous ces acteurs se disputent l'influence en Espagne, non pas parce qu'ils se soucient des âmes des Sikhes, mais parce qu'ils considèrent l'Espagne comme un maillon faible de l'Alliance occidentale. Une Espagne culturellement et spirituellement désengagée de son identité européenne est une Espagne qu'il est plus facile de se détacher de l'OTAN, de l'UE et du parapluie sécuritaire américain. Et cela nous amène à l'éléphant aux États-Unis. L'angle mort américain pendant des décennies, les États-Unis. La politique étrangère en Méditerranée a été dominée par deux pays, contenir la Russie et gérer le conflit israélo-palestinien. Espagne ? C'est une réflexion après coup. Un allié de l'OTAN, certes, mais pas un État de première ligne. Pas comme la Pologne ou les pays baltes. Le problème est que cette myopie laisse un trou béant dans la vision stratégique américaine. Les États-Unis n'ont pas de politique cohérente pour interagir avec l'islam en Europe. Pendant la guerre froide, la CIA courtisait activement les intellectuels islamiques comme rempart contre le communisme. Mais après le 11 septembre, le discours a changé. L'islam est devenu l'ennemi. Et ce faisant, les États-Unis ont cédé le terrain à d'autres acteurs, la Turquie, les États du Golfe et même la Russie. Russie. Oui, la Russie.
Moscou entretient depuis des années des liens discrets avec les communautés musulmanes européennes. En Espagne, l'Église orthodoxe russe s'est associée à des organisations islamiques dans le cadre d'initiatives de dialogue interreligieux. L'objectif du Kremlin n'est pas religieux, c'est politique. Une Europe divisée selon des critères religieux est une Europe plus facile à manipuler. Et c'est là le véritable danger. Les États-Unis sont tellement concentrés sur la puissance dure base militaire, vente d'armes, pipelines énergétiques qu'ils passent complètement à côté du jeu de la puissance douce. Pendant que Washington vend des F-35 aux Émirats arabes unis, Doha finance des programmes d'études islamiques à Barcelone. Alors que le Pentagone est obsédé par les bases navales chinoises à Djibouti, Pékin construit discrètement des liens culturels avec les musulmans sikhs à travers les instituts Confucius et les initiatives de la ceinture et de la route. Ce n'est pas seulement une question culturelle. C'est une question de sécurité nationale. Car si la relation de l'Espagne avec l'islam continue d'évoluer dans cette direction, les conséquences pourraient être profondes. Militaire et stratégique, le front invisible. Parlons de l'aspect militaire. L'Espagne abrite deux des rotas les plus critiques de l'OTAN, qui abritent les destroyers américains Aegis et Morón, une plaque tournante clé du commandement américain pour l'Afrique. Ces bases sont vitales pour projeter la puissance américaine en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais que se passerait-il si la classe politique espagnole commençait à considérer les États-Unis comme une partie du problème plutôt que comme la solution ? Nous voyons déjà des fissures. En 2021, le gouvernement sikh a bloqué une demande américaine visant à utiliser Rota comme lieu de rassemblement pour une éventuelle évacuation d'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique espagnole était majoritairement opposée à la guerre. Et que l'opinion publique est de plus en plus façonnée par les récits sur l'islam, récits influencés par des acteurs extérieurs. Imaginez maintenant un scénario dans lequel un futur gouvernement sikh, sous la pression d'une base musulmane croissante, commencerait à remettre en question le rôle de l'OTAN au Moyen-Orient. Ou encore lorsqu'un parti populiste, surfant sur une vague de sentiments anti-américains, pousse l'Espagne à quitter complètement l'alliance. Ce n'est pas exagéré. En 2023, un sondage a révélé que 42% des Siars pensaient que l'OTAN était plus une menace qu'une protection. C'est un chiffre stupéfiant pour un membre fondateur de l'Alliance. Et n'oublions pas l'aspect migration. L'Espagne est le principal point d'entrée des migrants nord-africains en Europe. Si les relations de l'Espagne avec sa communauté musulmane se détériorent, cela pourrait avoir des répercussions sur tout le continent. Nous avons déjà vu comment la migration peut être transformée en arme. Regardez la Biélorussie qui pousse les migrants vers la Pologne, ou la Turquie qui utilise les réfugiés comme levier contre l'UE. Une Espagne divisée en interne à propos de l'islam est une Espagne vulnérable aux pressions extérieures. La politique intérieure, à qui profite-t-on ? Alors, qui a tout à y gagner ? Commençons par les partis politiques espagnols. À gauche, Podemos et ses alliés ont été les plus ardents à adhérer à l'héritage islamique de l'Espagne. Ils y voient un moyen de défier l'establishment conservateur et catholique du pays. Mais il y a un piège. Podemos a également été accusé d'avoir pris de l'argent à l'Iran et au Venezuela, qui ont tous deux intérêt à saper l'unité occidentale. Coïncidence ? Peut-être. Mais il convient de se demander pourquoi un parti qui se prétend anti-impérialiste est si désireux de s'aligner sur des régimes qui ont l'habitude de financer des mouvements islamistes. À droite, Vox a adopté une approche inverse, attisant les craintes d'une islamisation et d'une eurabie. Mais voilà, en présentant l'islam comme une menace existentielle, Vox aide en réalité les acteurs même auxquels il prétend s'opposer. Parce que lorsque vous diabolisez une communauté, vous la poussez dans les bras de clients extérieurs, qu'il s'agisse de la Turquie, du Qatar ou même de la Russie. Et puis il y a le centre. Le Parti socialiste et le Parti populaire sont pris entre deux feux. Ils veulent paraître tolérants, mais ils ne veulent pas non plus aliéner leur base. Ils aboutissent donc à des demi-mesures comme les discours de Sánchez sur l'héritage islamique, tout en réprimant la radicalisation dans les mosquées. C'est un exercice d'équilibre, mais ce n'est pas durable. Les vrais gagnants ici ? Les acteurs extérieurs. La Turquie, le Qatar, le Maroc, ils ne se soucient pas de la politique de Sich. Ils se soucient de l'influence. Et pour l'instant, ils jouent le long jeu. Scénario, que se passe-t-il ensuite ? Alors, où est-ce que ça va ?
imaginons 3 scénarios. Scénario 1, le succès du soft power. Dans ce scénario, l'engagement de l'Espagne envers l'islam reste largement culturel et spirituel. Le gouvernement continue de promouvoir Al-Andalus comme faisant partie de l'identité multiculturelle de l'Espagne, mais sans aucun changement géopolitique majeur. L'Espagne devient un pont entre l'Europe et le monde musulman, accueillant des dialogues interreligieux et des échanges culturels. Les États-Unis et l'UE s'adaptent, considérant cela comme une opportunité plutôt que comme une menace. La Turquie et les pays du Golfe acquièrent une certaine influence, mais pas suffisamment pour défier l'OTAN ou l'UE. C'est le meilleur des cas, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela suppose que tous les acteurs externes joueront un rôle gentil et l'histoire suggère qu'ils ne le feront pas. Scénario 2, la balkanisation de l'Espagne, c'est le résultat le plus probable. Dans ce scénario, la relation de l'Espagne avec l'islam devient de plus en plus politisée. La gauche l'accepte comme un contrepoids à l'Église catholique, tandis que la droite le diabolise comme une menace pour l'identité sikh. Le résultat ? Une société fracturée où l'islam devient un sujet de discorde, un peu comme l'immigration aux États-Unis ou le Brexit au Royaume-Uni. À l'extérieur, la Turquie et les États du Golfe exploitent cette division en finançant des mosquées, des groupes de réflexion et des médias pour façonner le discours. Le Maroc utilise la migration comme levier, tandis que la Russie attise les flammes du mécontentement par la désinformation. Les États-Unis et l'Union européenne ont du mal à réagir, tiraillés entre soutenir la laïcité et éviter les accusations d'islamophobie. Le résultat final ? L'Espagne devient un pays plus faible et plus divisé, moins fiable en tant qu'allié de l'OTAN et plus vulnérable aux pressions extérieures. Scénario 3, le tremblement de terre géopolitique, c'est le pire des cas, mais ce n'est pas impossible. Dans cette version, l'engagement de l'Espagne envers l'islam se transforme en une véritable crise géopolitique. Un futur gouvernement, sous la pression d'une circonscription musulmane croissante, commence à remettre en question les alliances espagnoles. Peut-être qu'il se retirera de l'OTAN. Peut-être qu'il reconnaît la Palestine unilatéralement. Peut-être même commence-t-il à flirter avec le non-alignement, comme la Turquie sous Erdogan. Les États-Unis et l'Union européenne réagissent par des sanctions, mais il est trop tard. L'économie espagnole est déjà intégrée à l'Afrique du Nord et au Golfe. La Turquie et le Qatar interviennent avec des accords d'investissement et d'énergie. La Russie propose une coopération militaire. Et du coup, la Méditerranée n'est plus un lac occidental. Ce scénario est peu probable à court terme, mais les tendances vont dans ce sens. Et si cela se produisait, les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour l'Espagne, mais pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. Grande stratégie, l'échec de l'hégémonie libérale. Alors pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi l'Espagne, plus que tout autre endroit, est-elle en train de devenir un champ de bataille pour l'âme de l'Europe ? La réponse réside dans l'échec de la grande stratégie américaine. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont mené une politique d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle le monde devrait être refait à l'image de l'Amérique, par la promotion de la démocratie, le libre marché et l'intervention militaire. Mais cette stratégie s'est retournée contre lui de façon spectaculaire. Au Moyen-Orient, cela a conduit à des guerres sans fin et à des États en déliquescence. En Europe, cela a provoqué une réaction violente contre la mondialisation et le multiculturalisme. Et en Espagne, cela a laissé un vide que l'islam est en train de combler. Les États-Unis n'ont aucune réponse à cette question. Parce que le problème n'est pas l'islam. Le problème est que le modèle américain de démocratie libérale n'inspire plus. C'est considéré comme hypocrite, interventionniste et déconnecté de la réalité. Et lorsque les gens perdent confiance dans le modèle occidental, ils commencent à chercher des alternatives. L'islam, dans ce contexte, n'est pas seulement une religion. Il s'agit d'un récit civilisationnel qui offre un sentiment d'identité, un but et une résistance à l'hégémonie occidentale. Et c'est pourquoi cela résonne chez Siar aujourd'hui. Que devrions-nous faire à la place ? Alors quelle est la solution ? Comment éviter que l'Espagne ne devienne un point chaud géopolitique ? Premièrement, les États-Unis et l'Union européenne doivent cesser de considérer l'islam en Europe comme une menace pour la sécurité et commencer à le traiter comme une réalité culturelle.
Cela signifie s'engager aux côtés des communautés musulmanes, non seulement en tant que radicaux potentiels, mais en tant que partenaires pour façonner l'avenir de l'Europe. Deuxièmement, nous devons contrer l'influence des acteurs extérieurs, non pas en réprimant l'islam, mais en proposant une alternative convaincante. Cela signifie investir dans l'éducation, le dialogue interreligieux et les échanges culturels. Cela signifie soutenir les voix islamiques modérées, non seulement en Espagne, mais dans toute l'Europe. Troisièmement, nous devons repenser notre approche de la Méditerranée. Les États-Unis ne peuvent pas se concentrer uniquement sur la puissance dure. Nous avons besoin d'une stratégie de soft power, une stratégie qui rivalise avec la Turquie, le Qatar et la Russie pour conquérir le cœur et l'esprit des Européens. Et enfin, nous devons accepter que l'ère de l'hégémonie américaine est révolue. Le monde évolue vers la multipolarité, que cela nous plaise ou non. La question est, allons-nous nous adapter ou allons-nous nous accrocher à une stratégie qui a déjà échoué? Réfléchissant la guerre invisible, laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Ce qui se passe aujourd'hui en Espagne n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. C'est une question d'identité. Et il s'agit de l'avenir de l'Europe. Les grands médias vous diront qu'il ne s'agit que d'un renouveau culturel, d'une inoffensive curiosité pour le passé de l'Espagne. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que derrière le et en ce moment, l'Occident est en train de perdre. La question est, allons-nous nous réveiller à temps? Ou allons-nous continuer à sombrer dans un avenir où la Méditerranée ne nous appartient plus? C'est la vraie histoire. Et c'est une question que nous ignorons à nos risques et périls. Derrière le laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Lorsque j'étais en poste au Pentagone au début des années 2000, l'accent était toujours mis sur les menaces cinétiques, Al-Qaïda, l'Iran, la Corée du Nord. Mais la vraie bataille n'a jamais été une question de bombes et de balles. Il s'agissait de récits. La guerre froide a été gagnée non seulement parce que nous disposions de meilleurs missiles, mais aussi parce que nous avions une meilleure histoire à raconter. L'Union soviétique s'est effondrée sous le poids de ses propres contradictions, tandis que l'Occident offrait la liberté, la prospérité et la promesse d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, cette histoire se dévoile. Et l'islam, que cela nous plaise ou non, comble le vide. Voilà qui est inconfortable, la montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question intérieure. Il s'agit d'un levier géopolitique actionné par des acteurs extérieurs qui comprennent quelque chose que l'Occident a oublié, le soft power est l'arme la plus efficace de toutes. Prenez la Turquie, par exemple. Sous Erdogan, Ankara a passé les 2 dernières décennies à se positionner comme le leader du monde musulman, non seulement au Moyen-Orient, mais en Europe. La Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, opère désormais dans plus de 2000 mosquées à travers l'Europe, y compris en Espagne. Rien qu'en 2019, la Turquie a dépensé plus de 100 millions de dollars pour la sensibilisation religieuse en Europe, en finançant des imams, en construisant des mosquées et en façonnant le récit islamique dans des pays comme l'Espagne, où la population musulmane augmente rapidement. Et il n'y a pas que la Turquie. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et même la Russie ont leur propre stratégie dans ce jeu. Maintenant, vous pensez peut-être, et alors? Laissez-les construire des mosquées. Quel est le mal? Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'institutions religieuses. Ce sont des nœuds dans un réseau d'influence conçu pour façonner la façon dont les musulmans d'Europe se perçoivent, leur place dans la société et leur loyauté envers l'État. En 2017, un rapport des services de renseignement allemands divulgué a révélé que le Diyanet faisait activement la promotion d'une version de l'islam qui mettait l'accent sur la loyauté envers la Turquie plutôt que sur l'intégration dans la société européenne. La même dynamique se joue en Espagne, où les mosquées financées par la Turquie ont été accusées de promouvoir une forme d'islam en contradiction avec la laïcité de Sich. Et ce n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de politique. En 2020, Erdogan a ouvertement appelé les citoyens turcs d'Europe à résister à l'assimilation, leur disant « Vous faites partie de la Turquie, peu importe où vous vous trouvez ». Ce n'est pas seulement de la rhétorique. C'est un défi direct à la souveraineté des États européens. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Les implications militaires de ce changement sont réelles, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. Pendant la guerre froide, le flanc sud de l'OTAN était sécurisé par un cercle d'États pro-occidentaux, Turquie, Grèce, Italie et Espagne.
Aujourd'hui, cet anneau s'affaiblit. La Turquie, autrefois un fidèle allié de l'OTAN, joue désormais sur les deux tableaux, en achetant des missiles russes S-400 tout en hébergeant des armes nucléaires américaines à Incirlik. La Grèce, un partenaire fiable de longue date, dérive vers une politique étrangère plus indépendante, de plus en plus alignée sur Israël et les États du Golfe. Et l'Espagne ? Eh bien, l'Espagne est toujours membre de l'OTAN, mais sa classe politique est profondément divisée et sa société connaît une profonde transformation. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître et ce sera le cas, compte tenu des tendances démographiques actuelles, que se passera-t-il lorsqu'une partie importante de la population du pays ne se considérera plus comme pleinement siche ? Que se passe-t-il lorsque des acteurs extérieurs comme la Turquie ou le Qatar commencent à utiliser cette population comme levier pour influencer la politique de Siche ? Laissez-moi vous donner un exemple concret. En 2018, Josep Borrell, alors ministre espagnol des Affaires étrangères et aujourd'hui plus haut diplomate de l'UE, a averti que l'Espagne devenait la cible d'opérations d'influence menées par des acteurs extérieurs cherchant à exploiter ces communautés musulmanes. Il ne parlait pas de terrorisme. Il parlait de quelque chose de bien plus important que la formation lente et délibérée de l'opinion publique à travers les institutions culturelles et religieuses. Et il n'y a pas que l'Espagne. En 2019, les services de renseignement français ont découvert un réseau d'organisations financées par la Turquie qui faisait activement pression contre la laïcité française, poussant à la reconnaissance de la loi islamique dans certains domaines. Le même modèle est utilisé en Espagne, où l'argent turc et qatari afflue vers les centres culturels, les écoles et les médias islamiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce important pour les États-Unis ? La réponse est que l'Europe reste la pierre angulaire de l'Alliance occidentale. Si l'Europe se fracture, si ses sociétés se divisent selon des critères religieux et culturels, alors l'OTAN s'affaiblit. Et si l'OTAN s'affaiblit, les États-Unis perdront leur atout stratégique le plus important dans la compétition avec la Chine et la Russie. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient compris que la stabilité de l'Europe n'était pas négociable. Aujourd'hui, cette stabilité est menacée, non pas par les chars soviétiques, mais par la lente érosion de l'identité européenne. Et l'islam est au centre de cette érosion. Mais voilà, l'Occident n'est pas impuissant. Nous devons simplement arrêter de penser en termes de hard power et commencer à penser en termes de récit. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont investi massivement dans la diplomatie culturelle, Radio Free Europe, le programme Fulbright, le Congrès pour la liberté culturelle. Nous avons compris que la bataille pour les cœurs et les esprits était tout aussi importante que la bataille pour le territoire. Aujourd'hui, nous avons oublié cette leçon. Au lieu de dialoguer avec les communautés musulmanes d'Europe, nous les avons traitées comme une menace pour la sécurité. Au lieu d'offrir une alternative convaincante aux discours venant d'Ankara ou de Doha, nous avons cédé le terrain à nos adversaires. Laissez-moi tranquille, je ne préconise pas un retour à la guerre froide. Le monde a changé, nos stratégies aussi. Mais nous ne pouvons ignorer le fait que nous sommes dans un nouveau type de conflit, dans lequel les lignes de front ne se trouvent pas dans les déserts d'Irak ou dans les montagnes d'Afghanistan, mais dans les banlieues de Madrid, les mosquées de Marseille et les universités de Berlin. Et en ce moment, nous sommes en train de perdre. La question est, que faisons-nous à ce sujet ? Premièrement, nous devons reconnaître que l'islam en Europe n'est pas en train de disparaître. La population musulmane en Espagne est passée de moins de 1% en 1990 à plus de 4% aujourd'hui, et elle devrait atteindre 7% d'ici 2050. Cela ne constitue pas une menace pour la sécurité. C'est une réalité démographique. Et si nous ne trouvons pas le moyen d'intégrer ces communautés dans le tissu social européen, quelqu'un d'autre le fera et ce quelqu'un n'aura pas à cœur les meilleurs intérêts de l'Europe. Deuxièmement, nous devons contrer l'influence des acteurs extérieurs, non pas en interdisant les mosquées ou en réprimant l'expression religieuse, mais en proposant une meilleure alternative. Cela signifie investir dans l'éducation, soutenir les voies islamiques modérées et promouvoir une version de l'islam compatible avec les valeurs européennes. Cela signifie s'engager avec les communautés musulmanes en tant que partenaires et non en tant qu'ennemis potentiels. Et cela signifie reconnaître que la bataille pour l'avenir de l'Europe n'est pas seulement une question d'économie ou de sécurité. C'est une question d'identité. Troisièmement, nous devons repenser notre approche de la Méditerranée. Pendant trop longtemps,
les États-Unis ont considéré la région comme une réflexion secondaire, se concentrant sur le Moyen-Orient et l'Asie tout en ignorant le fait que le flanc sud de l'Europe est en train de devenir un champ de bataille d'influence. Nous avons besoin d'une stratégie méditerranéenne, une stratégie qui reconnaisse l'importance stratégique de la région et qui rivalise avec la Turquie, la Russie et les États du Golfe pour conquérir le cœur et l'esprit de ses habitants. Et enfin, nous devons accepter que l'ère de l'hégémonie américaine est révolue. Le monde évolue vers la multipolarité et les États-Unis ne peuvent plus dicter les conditions d'un engagement mondial. Cela ne veut pas dire que nous sommes impuissants. Cela signifie que nous devons être plus intelligents, plus agiles et plus disposés à interagir avec le monde selon ses propres conditions. Cela signifie reconnaître que le soft power est tout aussi important que le hard power, et que la bataille pour l'avenir de l'Europe ne sera pas gagnée sur le champ de bataille, mais dans le domaine des idées. Alors, où cela nous mène-t-il ? Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. La montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement un phénomène culturel. Il s'agit d'un défi géopolitique susceptible de remodeler l'Europe d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Et si nous ne prenons pas conscience de cette réalité, nous allons nous retrouver dans un monde où la Méditerranée n'est plus un lac occidental, mais un espace contesté où les règles sont écrites par d'autres. La question est, allons-nous relever le défi ? Ou allons-nous continuer à sombrer dans un avenir dans lequel l'Occident ne sera plus la force dominante dans son propre jardin ? C'est la vraie histoire. Et c'est une question que nous ignorons à nos risques et périls. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un débat théorique se déroulant dans des groupes de réflexion ou dans des pages d'opinion. Cela se produit déjà dans les rues de Madrid, Barcelone et Malaga et cela remodèle la politique intérieure espagnole d'une manière qui devrait inciter tous les décideurs politiques européens à s'y intéresser. Le discours de l'establishment, bien entendu, est que l'Espagne est immunisée contre le type de politiques identitaires qui ont ébranlé la France ou l'Allemagne. Les Siches, nous dit-on, sont trop pragmatiques, trop laïques, trop marqués par leur propre histoire de conflits religieux pour tomber dans le piège du genre de système culturel qui a alimenté la montée de l'extrême droite ailleurs. Mais c'est une hypothèse dangereuse. Parce que si vous regardez sous la surface, vous verrez que l'Espagne est déjà au premier stade d'un réalignement discret mais profond, un réalignement dans lequel l'islam devient une ligne de fracture déterminante dans sa politique et où l'ancien clivage gauche-droite est remplacé par quelque chose de bien plus volatile. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Pendant des décennies, la politique de Six a été dominée par le PSOE de centre-gauche et le PP de centre-droit, avec occasionnellement des partis nationalistes de Catalogne ou du Pays Basque qui ont mis des bâtons dans les roues. Mais ce système stable et prévisible s'effondre depuis des années, et les élections générales de 2023 ont été le signe le plus clair à ce jour que quelque chose de fondamental a changé. Pour la première fois dans l'histoire moderne de Six, un parti d'extrême droite Vox est devenu la troisième force parlementaire, remportant 15% des voix et 33 sièges. Cela peut paraître peu comparé aux 50% obtenus par Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle française, mais en Espagne, où le souvenir de Franco est toujours présent, c'est un changement sismique. Et ce qui motive la montée en puissance de Vox, ce ne sont pas seulement l'anxiété économique ou les scandales de corruption. C'est l'identité. Plus précisément, la crainte que l'Espagne perde son âme à cause de l'immigration de masse, du multiculturalisme et oui de l'islam. Voici l'inconfortable Vox n'est pas qu'un mouvement marginal. C'est l'expression politique d'un malaise croissant au sein d'une partie importante de la population de Six, un malaise que les grands partis ont soit ignoré, soit qualifié de sectarisme. Et tandis que la gauche aime décrire Vox comme une relique du franquisme, la réalité est bien plus compliquée. La base du parti n'est pas seulement composée de vieillards nostalgiques de la campagne andalouse. C'est jeune, urbain et de plus en plus féminin. Lors des élections de 2023, Vox a remporté plus de voix parmi les siards de moins de 35 ans que le PP. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que la réaction culturelle contre l'immigration et l'islam trouve un écho auprès d'une nouvelle génération qui se sent abandonnée par la classe politique. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. La montée en puissance de Vox a contraint le PP, le parti conservateur traditionnel espagnol, à virer nettement à droite sur les questions d'immigration et d'identité. À l'approche des élections de 2023, le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo,
a abandonné sa position modérée antérieure et a adopté une position dure sur l'immigration illégale, allant même jusqu'à promettre d'expulser les mineurs non accueillis, une décision qui aurait été impensable pour un politicien traditionnel de Siche il y a quelques années à peine. Pourquoi ? Parce qu'il a vu l'écriture sur le mur. Le PP sait que s'il ne récupère pas le message de Vox, il risque d'être complètement débordé. Et c'est une dynamique que nous observons à l'extrême droite et qui détermine l'ordre du jour, et le centre droit suit. Maintenant, tout va bien, mais l'Espagne est encore loin d'avoir un gouvernement d'extrême droite. Et vous auriez raison pour l'instant. Mais la trajectoire est indubitable. Si les tendances actuelles se poursuivent, il n'est pas difficile d'imaginer un scénario dans lequel le PP et Vox formeraient un gouvernement de coalition lors du prochain cycle électoral, surtout si la gauche reste divisée entre le PSOE et le parti d'extrême gauche Sumar. Et si cela se produit, l'approche espagnole de l'islam, de l'immigration et de l'intégration changera radicalement. Nous avons déjà un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler. Dans les régions où Vox détient le pouvoir, comme Valence et Murcie, les gouvernements locaux ont décidé d'interdire le hijab dans les écoles publiques, de restreindre la nourriture halal dans les cafétérias et même de criminaliser l'exposition de drapeaux étrangers, des mesures explicitement destinées aux communautés musulmanes. Ces avancées peuvent sembler mineures, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'une normalisation plus large de politiques qui auraient été considérées comme extrêmes il y a à peine 10 ans. Mais voici que la réaction contre l'islam en Espagne ne vient pas seulement de la droite. Cette situation est également alimentée par les propres contradictions de la gauche. Le PSOE, qui a gouverné l'Espagne pendant une grande partie des 2 dernières décennies, s'est longtemps positionné comme le parti du multiculturalisme et du progrès social. Et pourtant, en ce qui concerne l'islam, le bilan de la gauche est loin d'être cohérent. Prenons le cas de la Catalogne, où le gouvernement régional dirigé par l'ERC de gauche et les séparatistes Junts a été à l'avant-garde de la promotion de l'éducation islamique dans les écoles publiques. En 2021, le gouvernement catalan a approuvé un projet visant à proposer un enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, une décision qui a été saluée comme une victoire pour la diversité mais qui a également suscité une farouche opposition de la part des groupes laïcs. L'ironie ? Les mêmes partis de gauche qui soutiennent l'éducation islamique poussent également en faveur de l'indépendance catalane, un mouvement qui, à la base, vise à préserver une identité nationale distincte. Alors c'est quoi ? L'Espagne est-elle une société multiculturelle où toutes les religions sont les bienvenues, ou est-elle un État-nation doté d'un patrimoine culturel unique qui doit être protégé ? La gauche ne peut pas gagner sur 2 tableaux, et cette incohérence crée une ouverture que la droite peut exploiter. Laissez-moi vous donner un autre exemple. En 2022, le gouvernement Siche a adopté une « loi trans » controversée qui permet aux mineurs dès l'âge de 16 ans de changer de sexe légal sans le consentement de leurs parents. La loi a été célébrée par les progressistes comme un jalon pour les droits LGBTQ+, mais elle a également déclenché une réaction violente de la part des musulmans conservateurs, qui y ont vu une attaque contre les valeurs familiales traditionnelles. Le résultat ? Une étrange coalition de groupes catholiques et musulmans manifestant côte à côte à Madrid, unis par leur opposition à ce qu'ils considèrent comme un excès culturel de la gauche. C'est le genre d'alliance qui aurait été impensable il y a une génération, mais qui devient de plus en plus courant. Et c'est le signe que l'ancien clivage gauche-droite est en train de s'effondrer, remplacé par un nouvel axe cosmopolitisme contre communautarisme. Alors, où en sera l'Espagne dans 5 ou 10 ans ? Imaginons quelques scénarios. Le résultat le plus probable, du moins à court terme, est une polarisation continue. La gauche redoublera d'efforts sur son programme multiculturel, tandis que la droite fera pression pour des contrôles d'immigration plus stricts et un retour aux valeurs traditionnelles de Siche. Mais le véritable joker est ce qui se passera si ou quand l'Espagne sera victime d'une attaque terroriste majeure ou d'une vague de violence d'inspiration islamiste. Nous avons vu en France et en Belgique comment de tels événements peuvent radicaliser l'opinion publique du jour au lendemain. En Espagne, où le souvenir des attentats à la bombe de Madrid en 2004 est encore frais, les conséquences politiques pourraient être encore plus dramatiques. Une seule attaque très médiatisée pourrait suffire à pousser Vox dans le courant dominant et à forcer le PP à adopter des positions encore plus dures. Mais il existe une autre possibilité, bien moindre, que la communauté musulmane espagnole devienne une force politique à part entière. À l'heure actuelle, les musulmans siches sont largement privés de leurs droits,
avec un faible taux de participation électorale et une faible représentation au gouvernement. Mais cela change. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, où les musulmans constituent une part importante de la population, nous assistons déjà à l'émergence de mouvements politiques dirigés par des musulmans. Lors des élections locales de 2023, un parti appelé Coalition por Melilla a remporté 25% des voix dans l'enclave, se présentant sur un programme de défense des droits des musulmans et d'opposition aux politiques d'immigration du gouvernement central. Si cette tendance s'étend au continent, elle pourrait forcer les principaux partis à dialoguer avec les électeurs musulmans d'une manière qu'ils n'ont jamais eu à faire auparavant. Et cela, à son tour, pourrait conduire à un type de politique très différent, dans lequel l'islam n'est plus seulement une question culturelle, mais un bloc électoral à courtiser. L'Espagne se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'elle fera dans les années à venir détermineront si elle deviendra un autre front dans les guerres culturelles européennes ou un modèle sur la manière d'intégrer l'islam dans une société moderne et laïque. Le discours de l'establishment selon lequel l'Espagne est en quelque sorte immunisée contre les forces qui remodèlent le reste de l'Europe n'est pas simplement faux. C'est dangereux. Car plus la classe politique espagnole prétendra que cela n'est pas le cas, plus il est probable que la réaction se manifestera sous une forme que personne ne pourra contrôler. Et cela m'amène à mon point final. La montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question intérieure. C'est une question géopolitique. Parce que ce qui se passe en Espagne ne restera pas en Espagne. Si le pays penche vers la droite, cela enhardira les mouvements d'extrême droite à travers l'Europe. S'il adopte le multiculturalisme, il deviendra une cible pour les extrémistes islamistes. Et s'il trouve une voie médiane, une voie qui équilibre intégration et sécurité, pluralisme et tradition, il pourrait offrir un modèle pour le reste du continent. Mais ne faites pas attention, le temps presse. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer. C'est comment. Et si le reste de l'Europe y prête attention.